Ce webinaire sur les tendances dans l'hôtellerie d'affaires. Je suis accompagnée pour ce webinaire de Rebecca. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Donc Rebecca, tu es? Et moi, je suis directrice de la transformation digitale chez CDS Group maintenant depuis 18 mois et je suis très heureuse de partager ce webinaire avec toi, Amélie. Très bien. Et donc Amélie Berweck, donc partenaire chez Axis Odyssée. Et donc je co-animerai ce webinaire avec Rebecca. Alors, un petit point d'ordre pratique avant qu'on démarre. Vous avez normalement sur votre écran la possibilité d'utiliser le chat. Ça va vous permettre tout au fil de l'eau de poser des questions, de mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas parce que si vous avez des questions au fur et à mesure, on sera un plaisir d'y répondre. Et puis si par manque de temps, on ne peut pas répondre à vos questions, on pourra aussi revenir vers vous ultérieurement si c'est nécessaire. Donc voilà, n'hésitez pas, l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. Alors pourquoi ce webinaire? Eh bien, on s'était fait la remarque en préparant avec Rebecca que le business travel est en pleine transformation et c'est particulièrement vrai pour l'hôtellerie. On voit qu'on a beaucoup de nouveaux enjeux face à la crise qui se confirment, beaucoup d'attentes des voyageurs qui évoluent en termes de santé, de sécurité par exemple. Et puis, ce qu'on constate par rapport au premier webinaire qu'on avait fait en début d'année, c'est que la reprise, elle est bien là au niveau du voyage d'affaires et elle est même plus là que prévu. Ça vaut surtout pour la partie européenne. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des nouveaux enjeux à la fois en termes de business pour les entreprises, mais aussi du coup d'un point de vue RH en termes d'accompagnement des collaborateurs. Et ça force forcément la partie hôtellerie à se transformer et à être plus à même de répondre aux demandes. Alors sachant que tout ce qu'on dit vaut aussi pour tous les autres domaines du business travel. Mais ce qu'on constate quand même depuis toujours, c'est que la partie hôtellerie, elle a un côté beaucoup plus émotionnel dans le voyage d'affaires et que du coup, l'enjeu collaborateur n'est pas du tout le même que quand on choisit ou quand on offre une proposition sur un billet de train ou un billet d'avion. Il y a des enjeux qui vont beaucoup plus loin. Alors, ça nous a semblé important de préciser que du coup, finalement, ce qu'on voit dans l'évolution, c'est que tant côté entreprise que côté fournisseur et intermédiaire, tous ceux qui vont proposer comme CDS le contenu de l'hôtelier jusqu'à l'entreprise, tout le monde finalement est à la recherche du meilleur ratio aujourd'hui entre l'aspect coût, quel va être le meilleur tarif, qui va quand même prendre en compte un minimum le confort des collaborateurs, l'aspect environnemental, la partie sécurité, qui offre un parcours digital, etc. Et comparé à certaines années où vraiment le tarif était l'élément essentiel, on voit un gros changement qui va pousser du coup le monde hôtelier aussi à accentuer sa transformation pour trouver le bon ratio sur ces éléments-là. Et donc finalement, quels sont les sujets sur lesquels il va y avoir beaucoup plus de réflexion par rapport à avant? Alors on va les détailler, mais tous les aspects RSE, donc tout ce qui va être engagement sociétal de l'entreprise sur l'environnement, sur le parcours du collaborateur. Il va y avoir comment faire en sorte que le contenu corresponde aux besoins du collaborateur ou de l'entreprise et soit accessible surtout. Comment le parcours va pouvoir être le plus digital possible pour amener l'information au bon moment. Et puis, comment on va pouvoir s'assurer qu'il y a de l'amélioration continue du feedback, alors tant pour l'hôtelier que pour l'intermédiaire, que pour l'entreprise. Donc, c'est un petit peu les axes de réflexion sur lesquels se penchent aujourd'hui les différents acteurs de la chaîne et qui apportent, je pense, pas mal de changements sur la façon dont consommer la partie hôtelière. Alors pour reprendre effectivement sur la partie RSE, Amélie, tu as raison. Donc c'est une des grosses pistes de réflexion et d'autant plus l'année prochaine avec la loi climat qui va s'installer et qui va devenir une obligation. Mais en tout cas, aujourd'hui, on note que 54% des voyageurs veulent connaître les contraintes sanitaires et sécuritaires pendant leur déplacement. Donc, toute la partie, les hôteliers, les chaînes ou aussi bien les HBT, en tant qu'intermédiaires, on se doit d'avoir une offre de plus en plus responsable. Comment et par quel biais ça passe? Ça passe par des indices, par exemple, Covid. Donc, aussi bien dans le HBT, on doit avoir un indice Covid pour avertir notre collaborateur ou les voyageurs, mais aussi bien l'hôtelier doit transmettre cette information maintenant dans ses canaux de distribution. On a aussi les écolabels, donc ça c'est vraiment l'hôtelier qui se positionne en vert en fait parce qu'il va avoir un engagement qui respecte l'environnement.
aussi le contenu sur les outils. C'est-à-dire que l'hôtelier se doit aussi d'avertir son entreprise avec un contenu qui est exhaustif, compréhensible, aussi bien les conditions générales de vente ou les conditions d'annulation, mais aussi au niveau de toutes ces actions dites responsables. La MAPS, la géolocalisation, aujourd'hui les hôteliers travaillent beaucoup aussi sur l'aspect sécuritaire et notamment la géolocalisation par rapport soit à son site de production, son site de lieu d'entreprise, mais aussi l'hôtel en lui-même pour que le voyageur soit averti de tout ce qui se passe aux alentours. Et ensuite, Ce qui n'était pas toujours efficace. Hein. J'ai la souvenir géolocalisation. que j'ai souvenir pendant des années que cette partie géolocalisation de l'hôtel était assez aléatoire Eh ben, ça tombe bien et parce que qu'il y a des gros enjeux là-dessus maintenant. Et effectivement, maintenant, on voit aussi la réalité augmentée. Donc, c'est un des campagnes, par exemple, qui a mis ça en place. La réalité augmentée, comme on peut la voir sur le secteur de l'immobilier, par exemple, pour les visites d'appartements ou de maisons, la réalité augmentée va permettre aux collaborateurs de connaître mieux l'établissement où il est, pour l'aspect sécurité aussi avec les sorties de secours ou autres, mais ne serait-ce que la visite de l'établissement où il va passer et ses journées, parce que comme tu l'as dit précédemment au préambule, c'est une partie émotionnelle, intimiste, et Oui. le voyageur a besoin de bien se sentir. Donc, il y a vraiment un enjeu sur toute la partie RSE, notamment côté hôtelier, mais aussi distributeur HBT pour mieux avertir le collaborateur voyageur. Je pense qu'au-delà de l'adéquation aussi avec la stratégie de l'entreprise, parce qu'évidemment, la plupart des entreprises ont des gros enjeux sur cette partie environnementale. Donc, sélectionner des partenaires et accompagner ces partenaires dans une démarche plus responsable, ça fait forcément partie de vos enjeux, probablement. Mais il y a aussi, tous ces éléments-là sont aussi là pour motiver aussi les voyageurs à reprendre le chemin du voyage. Parce qu'en fait, on se rend compte que les statistiques le prouvent, c'est que sans business travel, l'activité ne reprend pas. En tout cas, elle ne reprend pas à la même hauteur que ce qu'elle devrait. Et donc finalement, tous les éléments qui vont faire que le voyageur sera plus motivé et se sentira plus à l'aise dans le fait d'être en déplacement, c'est stratégique aujourd'hui pour la reprise de l'activité des entreprises. Donc ça passe par la partie sécurité et par la partie l'écolabel. Il y a aussi le fait que le voyageur va se sentir plus aligné avec la stratégie de l'hôtel s'il met en avant des démarches écologiques, ce qui était beaucoup moins le cas avant. On a une question sur c'est quoi l'indice Covid? Alors, l'indice Covid, ça a été mis en place pendant la crise sanitaire par différents biais en fonction des fournisseurs. On a par exemple la chaîne Accor qui a mis en place le All Safe, ou nous, en tant qu'HBT CDS, on a mis, il s'appelle l'indice Covid. C'est clairement en fait la notation de l'hôtelier par rapport à ses engagements en respect de la crise sanitaire sur tout ce qu'il va mettre en place pour assurer la sécurité pendant la Covid-19. Et je pense que cet indice qu'il a mis en avant, c'est exactement la même problématique que sur les écolabels. C'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'indices, et puis ils correspondent pas forcément tous aux mêmes choses. Il n'y a pas forcément une norme en fait qui s'applique partout. Donc chaque hôtelier a pu faire le choix d'un label ou d'une norme différente, voire a pu décider aussi de constituer son propre label. Et donc derrière, pour l'entreprise, ça peut être complexe de pouvoir comparer correctement en fait tous ces éléments-là. Et donc s'assurer que ces informations-là arrivent bien avec le bon niveau d'information jusqu'aux voyageurs, du coup via les intermédiaires que vous avez sélectionnés, ça c'est clé en fait finalement dans les choix que vous allez faire sur l'offre hôtelière. Exactement. On peut passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à interagir. C'est vraiment le but du webinaire, c'est d'interagir avec vous. Alors, un autre élément aussi qu'on voit en termes de tendance et qui peut sembler, qui aurait semblé il y a quelques années complètement décalé du monde du business. Je ne pensais pas qu'un jour on parlerait de ça en fait dans un webinaire sur le business travel, mais on se rend compte qu'il y a de fortes attentes pour que finalement l'hôtel ne soit plus juste un hôtel. La personne qui se déplace, elle voit son déplacement avec son temps de travail, son temps personnel, et elle veut aussi optimiser au maximum le déplacement. Et donc, ça veut dire limiter aussi les déplacements sur la zone, ça veut dire rencontrer un maximum de personnes en un minimum de temps. Enfin, tout doit être le plus qualitatif possible, puisque le voyage coûte de plus en plus cher. Donc, forcément, on essaye d'optimiser. Et ce qu'on voit, par exemple, dans les tendances, c'est que sur les hôtels de chaîne, on a quand même 2 hôtels sur 3 qui ont mis en place des espaces de coworking.
Donc, ça veut dire qu'il y a une forte accélération et forte demande de ces éléments-là. Aujourd'hui, le voyageur, quand il a une demi-journée entre 2 déplacements sur la zone, il n'accepte plus de travailler sur la table dans sa chambre d'hôtel. Il a besoin de maximiser au maximum l'efficacité de son travail, la façon dont il va interagir. Il a de plus en plus d'appels vidéo où il va devoir, lui, travailler avec d'autres personnes qui sont sur le lieu. Donc, il y a une forte attente sur ces espaces-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le standard, comme t'expliquais Rebecca, le standard des étoiles, bah, du coup, comment il trouve sa place là-dedans, quoi. Et effectivement, on peut penser à de nouvelles normes, en tout cas les hôteliers et ensuite intermédiaires se poser la question, parce que le voyageur va vouloir chercher, ne plus chercher en tout cas un hébergement dit classique, mais vraiment atypique, parce qu'il va passer du temps de sa réunion, de son déjeuner, de sa soirée étape jusqu'à sa nuitée. Donc c'est dit un client complet, dans le sens où il va utiliser plus de prestations par rapport au client loisir finalement. Avant, le voyageur d'affaires, il passait juste la nuit, il faisait ses rendez-vous à l'extérieur. Maintenant, c'est l'inverse. Il va être plus consommateur de prestations dites annexes pendant son déplacement. Donc, l'expérience du collaborateur, là, elle doit rentrer dans la norme et dans la notation de l'établissement hôtelier. Aujourd'hui, les étoiles sont seulement pour noter l'établissement sur sa nuitée. Mais pourquoi ne pas réfléchir à plutôt une notation sur l'expérience du collaborateur, sur toutes ces différentes prestations qu'il va consommer pour avoir une note globale, et vous, en tant qu'acheteur travel manager, ayez une note globale de l'expérience collaborateur pendant tout son séjour pour mieux véhiculer après l'information dans le groupe et dans l'entreprise. Exactement. Et ça va passer par des prestations qui vont être plus sur des sujets personnels et comme des choses qui vont permettre d'optimiser le moment de travail. Exactement. On se pose vraiment des questions pendant le sourcing, pendant l'achat. Et là, l'idée, c'est d'avoir aussi une notation par rapport aux collaborateurs post-déplacement qui puisse faire remonter aussi après dans ces outils au sein de la personne qui a pris la commande et qui a fait son sourcing hôtelier pour avoir une expérience collaborateur réussie. C'est là où il y a une importance à prendre cet élément-là en compte, je pense, c'est que ça veut dire que forcément l'hôtelier, il a un enjeu très fort à aller capter ces autres types de dépenses auprès du collaborateur. Et donc, en fait, l'objectif n'est plus d'aller uniquement sur la nuitée. Or, ce que va décider l'entreprise ou la réservation qui va être faite, elle est essentiellement sur la nuitée à ce stade. Et la visibilité en fait sur les autres dépenses ou les autres opportunités en termes de services qu'il peut y avoir en dehors de ça sont beaucoup moins visibles. Donc c'est important de comprendre que plus ça va aller, plus vos voyageurs vont être sollicités le plus en direct possible en fait pour être clients de d'autres prestations de services. Offre globale. Exactement. Un autre chiffre qui nous a semblé important, parce qu'on parlait de la partie santé, sécurité, etc., et l'importance de s'assurer que les gens reprennent les voyages, sachant que je crois que dans les statistiques, il y en a de moins en moins qui sont motivés par le voyage d'affaires, donc il va falloir trouver des leviers quand même. On voit qu'il y a quand même encore, dans les derniers sondages, 64% des voyageurs qui se disent stressés par les aléas du voyage. Et on s'interroge du coup, sachant que le voyage professionnel est plus encadré et plus accompagné que le voyage personnel, comment se fait-il qu'il y a un aussi fort pourcentage de personnes qui vont remonter du stress? Sachant que le voyageur étant un collaborateur, il y a des forts enjeux pour l'entreprise à penser ce parcours collaborateur et à s'assurer que justement les personnes soient productives et puis que ce qu'on parle sur la qualité de vie au travail, on devrait aussi parler finalement de qualité de vie en voyage. Donc cet enjeu sur le stress est important à prendre en compte. Et il nous a semblé qu'en fait, un des éléments qui aujourd'hui limitait le stress pour le voyageur, c'est l'aspect digital du parcours. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'il veut le voyageur, c'est accéder à l'information au bon moment, quand il en a besoin et avec le niveau d'information dont il a besoin. Et ce qu'on se rend compte, c'est que tout cet aspect digital du parcours collaborateur dans le voyage, finalement, il aide à réduire ce stress. Tout ce qui va permettre d'être géolocalisé en temps réel en cas de problème, par exemple. Ça va être un élément. Il va y avoir aussi tous les conseils sur comment éviter l'incertitude. Comment l'hôtelier va pouvoir accompagner sur vous devez aller à tel endroit, voilà le meilleur chemin, vous souhaitez visiter quelque chose, voilà comment y aller. Là, tout d'un coup, il y a un apport de services complémentaires aussi autour de juste la nuitée pour s'assurer qu'il y ait le moins d'incertitude, s'assurer qu'en cas de changement, le voyageur est directement informé
si jamais il y a des modifications, etc. Et puis, il y a aussi toute la digitalisation des prestations sur place. Tu évoquais, Rebecca, le checking en ligne. Il y a le check-in, il y a après l'empreinte digitale aussi qui va remplacer la carte dans les établissements hôteliers. Et aussi, sinon, pour le côté HBT distribution, c'est vraiment d'avoir une continuité des services proposés aux collaborateurs pour retrouver son voucher de façon directe à l'hôtelier. Parce que le plus où il y a des fois une limite ou une contrainte, c'est quand le collaborateur se rend au check-in, il ne trouve pas son voucher ou son moyen de paiement. Où le desk en fait n'est pas au courant du moyen de paiement carte virtuelle parce que on tombe sur une personne junior lors de l'établissement. Donc l'idée c'est d'avoir pendant ce service, et c'est ce qu'on met en place d'ailleurs, c'est de dire bah tiens, j'ai ma preuve de paiement sur mon application mobile et ça facilite le check-in. Donc tout est digitalisé, mais dans le sens vraiment de l'importance pour le collaborateur et de fluidifier son parcours. Tout à fait. Et ça veut dire aussi que si vous pensez parcours digital sur la partie hôtellerie, forcément, vous devez regarder comment l'impliquer avec le reste. Là, tu citais moyens de paiement, mais si on parle de la géolocalisation, ça va plutôt être les plateformes sûreté. Enfin, il y a tout un élément autour, en fait, à penser. Le digital peut pas être que sur l'hôtelier, séparément sur l'aérien, etc. Il faut réfléchir au niveau global. On a une remarque aussi de Jonathan qui dit qu'effectivement, au-delà même du besoin d'hébergement pendant le déplacement, on voit aussi apparaître des besoins d'hébergement en lien avec le télétravail ou le travail nomade aussi, tout simplement. Alors ça va être sur certains types d'entreprises, mais effectivement, c'est aussi une tendance qu'on voit de plus en plus. C'est que là, on n'a pas forcément la demande de déplacement pour une raison précise, mais on va avoir besoin de regrouper les gens et non plus en mode séminaire, team building, etc. Enfin, comme ça pouvait être précédemment, mais de regrouper les gens pour qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est aussi d'autres types du coup d'hébergement qui voit le jour, donc tout ce qui est la notion de work living, mais qui du coup aussi, on le voit, pousse les hôteliers à diversifier leurs services, y compris sur des personnes qui n'auraient pas de nuitée dans l'hôtel. Un autre élément du coup important, alors on en parle depuis un petit moment, mais on voit aussi que 52% des voyageurs profitent des prestations loisirs en dehors, en fait, en plus de leur déplacement professionnel. Alors, comment on appelle ça? Alors, c'est vraiment vu. Alors, le Bléger, on en parle, hein, ça a été inventé en 2009, donc la combinaison entre le business et le loisir. Ce qui se note aussi, c'est les conséquences du coronavirus qui amènent les personnes aussi à avoir un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et c'est vraiment le désir d'équilibre qui conduit les collaborateurs aussi à poursuivre leur séjour au début professionnel pour un séjour loisir. Donc, on a aussi certaines entreprises qui imposent aussi une journée off après un long déplacement. Donc, on a vu aussi cette montée en puissance du Bléger ou tout simplement le collaborateur qui veut poursuivre son déplacement parce qu'il est sur une ville ou une capitale qu'il souhaite visiter. Mais c'est vraiment aussi le Bléger, la conséquence du coronavirus qui a permis, alors ça peut être la seule chose positive de cette crise sanitaire, c'est la montée en puissance de ce besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça veut dire que du coup, de la même façon, les voyageurs vont être beaucoup plus sollicités sur ces aspects-là directement par les prestataires et entre autres les hôteliers. Ce qu'on voit aussi dans les statistiques, et c'est pour ça que le Bléger ne va pas être traité de la même façon d'une entreprise à l'autre et ne répond pas aux mêmes enjeux. Déjà, on a un écart générationnel. Toutes les générations n'ont pas forcément prolongé leur séjour de la même façon. Et on voit que voilà, plus on est sur une génération récente, plus il y a des chances qu'il y ait des prolongements, où le voyage d'affaires va être vu comme une opportunité de pouvoir voyager, alors que les générations d'avant étaient plutôt sur le fait que la notion de voyage était une notion aussi de prestige au niveau de l'entreprise. Et puis bon, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, plus on vieillit, moins on a envie aussi de rester sur place et la fatigue n'est pas la même. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction des générations que vous allez avoir dans l'entreprise, du coup, les attentes à ce niveau-là ne seront pas les mêmes et vous n'allez pas les traiter de la même façon. Si vous êtes sur une activité où il y a énormément en fait de jeunes collaborateurs et que c'est eux que vous avez besoin de motiver, le Bléger peut être un gros levier. Et on voit des offres, par exemple, on l'a sur l'hôtellerie, mais aussi sur la location de voitures, où les hôteliers vont proposer des extensions sous les mêmes conditions, par exemple, pour capter un maximum de nuitées, même si une partie n'est pas professionnelle. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte
sont à prendre en compte dans la façon dont vous sélectionnez les hôtels, dans la façon dont vous poussez les différentes prestations. On a une remarque sur l'assurance. C'est une très bonne remarque. Ça dépend de vos polices d'assurance et c'est vrai que ça, c'est un point qui est très important à prendre en compte. Ça dépend de la police d'assurance. Ça dépend aussi de à quel moment se passe le bléjeur. C'est-à-dire, est-ce que la personne fait 2 jours off à titre personnel en plein milieu du voyage ou au début ou à la fin. Ça change aussi la donne en termes de responsabilité. Mais surtout, c'est le process qui est mis en avant. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste constater qu'il y a du bléjeur dans l'entreprise. C'est très important de l'encadrer, notamment pour ces problématiques d'assurance. Et normalement, il n'y a pas de problématique à être couvert correctement par l'assurance, mais il faut que les process en interne soient bien respectés. C'est-à-dire que si l'assurance demande un écrit pour avoir des dates exactes, à quel moment il y a du bléjeur, à quel moment c'est professionnel, du coup, il faut que cette procédure soit mise en place. Il faut qu'il y ait une validation formelle, etc. Et il y a le moyen de paiement aussi qui prend, et le moyen de paiement aussi, bien sûr, qui est à prendre en compte. Mais tout ça doit être clarifié pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, le mettre de côté en se disant que ça ne fait pas du tout partie d'un scope professionnel, c'est compliqué et ça va le devenir de plus en plus parce que c'est une bonne source de motivation. Et de toute façon, vos voyageurs vont être de plus en plus sollicités en direct par les différents prestataires de services, en fait. Est-ce que tu penses du coup que le bléjeur va être intégré dans un programme politique voyage ou ça peut Alors typiquement, par exemple, nous, quand on fait des revues de politique voyage chez nos clients, on évoque toujours le cas du bléjeur. Okay. Et pour nous, il doit être encadré, ne serait-ce que de dire le bléjeur est interdit ou le bléjeur est autorisé sous certaines conditions, avec telle procédure à respecter. Et notamment, c'est toutes les vérifications avec l'assurance qui sont importantes à prendre en compte. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui ne pas le citer dans une politique voyage. Et donc, ça concerne l'hôtellerie, mais ça peut concerner d'autres éléments, ne serait-ce que pour compléter, même si on s'écarte un peu du sujet. Sur la partie assurance, vous pouvez très bien avoir une bonne couverture au niveau de votre assurance, y compris pour la partie bléjeur, mais avec des limitations sur certains types d'activités. Donc forcément, si le voyageur n'est pas au courant qu'il ne peut pas aller faire du saut en parachute, ça peut être problématique. Donc en fonction du contexte de l'entreprise, du type de voyageur, voilà, les attentes ne sont pas les mêmes, mais quoi qu'il arrive, c'est un fort enjeu pour les hôteliers d'adresser ces thématiques-là. Donc vous ne pouvez pas faire abstraction de cet élément, clairement. Un autre chiffre aussi qui nous a semblé important à partager, c'est qu'on le voit dans les tendances du voyage d'affaires, on a tendance à suivre les tendances qui émergent aux États-Unis en premier. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, les ratios sont beaucoup plus importants. Et il y a sur du coup un peu plus de 7 nuitées, il y en a 3,7, c'est pour la partie affaires, 2,6, c'est des extensions sur la partie loisirs. Donc ça conforte aussi notre idée du fait qu'à un moment donné, cette tendance, elle va se développer aussi sur les voyageurs européens. Donc forcément, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Et à nous, en tant que distributeurs, effectivement d'avertir le collaborateur parce qu'on va continuer à l'avoir dans notre scope aussi pour la partie loisirs et aussi les hôteliers puisque sur place, on a finalement 7 nuits ou 8 nuits qui sont apportées par le business travel et où il va être consommateur de prestations supplémentaires. Exactement. Alors, on se posait la question. Et vous? Effectivement, alors là, on a analysé la question du bléjeur, la question de la sécurité RSE, l'espace, les coworking ou en tout cas le fait que le client ou le voyageur est aujourd'hui un client dit complet de l'établissement parce qu'il va utiliser des prestations annexes. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous voyez ce type de montée en puissance et cette politique voyage-hébergement qui est en pleine mutation? Est-ce que non, aujourd'hui, vous le constatez pas? Voilà, c'était de savoir si certaines personnes veulent prendre la main et nous faire des retours par rapport à ce qu'on s'est dit. On a voulu être court parce que l'idée, il y a plein de choses à dire et on aurait pu rester longtemps, mais l'idée aussi, c'est d'être interactif avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la main ou des témoignages ou des retours d'expérience sur les collaborateurs? Pareil, c'est cet indice de notation sur le fait que le collaborateur vienne après noter son parcours ou son expérience ou son déplacement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être aussi visible dans les SBT, les OBT et les HBT.
Vraiment de dire: «Ah bah tiens, Pierre, Paul de la société a validé ce déplacement, a validé cet établissement, il est en accord avec ma politique voyage et il est en accord avec la satisfaction collaborateur, donc j'y vais les yeux fermés parce que je sais que je vais être en sécurité». C'est vrai que c'est une autre tendance aussi, du coup, qui dérive de ça, d'avoir, de plus en plus aussi des implémentations d'outils qui vont permettre, plus de communication et de rencontres entre les Mmh. voyageurs d'une même, Ouais. société et qui vont permettre de faire ce type de notation aussi. Parce que du coup, l'important c'est comme il n'y a pas de normes aujourd'hui ou de façon de rendre visibles tous ces supports, services supplémentaires, finalement, bah, c'est plutôt le bouche à oreille, Ouais. et les échanges entre les différents employés qui va permettre de savoir que, tel hôtel à tel endroit, il répond à tout un ensemble d'attentes, qui vont au-delà du prix de la nuitée et de savoir que le petit déjeuner est inclus, quoi. Alors on a une remarque, du coup de Sabrina, en effet Mmh. plus de questions en interne sur l'extension d'un voyage pro en loisirs. Oui. Effectivement, donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être le faire en thème, Sabrina, en On pourrait faire dédié. un thème bleisure, carrément. Et effectivement, même ne serait-ce que l'utilisation du tarif corporate, sur un voyage loisir, comment c'est appliqué? Dans quelle mesure? Est-ce que l'établissement hôtelier va appliquer ce type de tarif? Oui, Directement, par exemple, comme, le fait la SNCF avec aujourd'hui, ils ont une offre aujourd'hui, business travel avec prolongement de séjour, à titre personnel. Donc il y a tellement de choses sur la tarification qu'on peut l'intégrer, surtout dans un contexte inflationniste et de dire où on va et ne serait-ce que pour oui. la partie loisir. Et là où il y a un enjeu aussi du coup, à la fois aussi pour l'entreprise, c'est que, réussir à avoir ces volumes-là supplémentaires chez l'hôtelier, bah, quelque part, ça vous donne Mmh. aussi des leviers de négociation et de Ouais, volumes c'est vrai. supplémentaires, que vous auriez pas eu autrement et en même temps, c'est des éléments qui doivent être quand même dans le contrat. Alors bon, le nombre de cas où ça posait problème, Mmh. je pense est très limité, mais d'un point de vue purement juridique, si c'est pas spécifié dans le contrat que vous pouvez, utiliser ces tarifs à titre personnel, normalement, en fait, on n'est pas censé le faire en dehors du déplacement pro. Donc, il y a aussi des choses à vérifier dans les contrats que vous pouvez avoir avec les hôteliers sur ces éléments-là. Bon, sachant que maintenant, c'est dans leur intérêt Mmh, mmh mh. de proposer un maximum de nuitées supplémentaires. Donc, il y a peu de chances que ça pose problème, mais d'un point de Ouais. vue juridique, ça pourrait être le cas. Alors, ce qu'on s'était dit aussi, c'est que du coup, avec tous ces éléments-là, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de standardisation par rapport aux dernières années où on avait un gros enjeu à aller comparer le coût de la Mmh. nuitée avec des services équivalents. Là, finalement, on s'éloigne un peu de ce modèle-là côté hôtelier parce qu'il faut se diversifier, il faut se différencier, puis il faut justifier l'augmentation des prix puisque bah, il y en a eu quand même pas mal. Donc, il y a un gros enjeu à faire du personnalisé. Et puis de l'autre côté, côté entreprise, ce qu'on voit aussi, c'est que les voyages qui restent, bah, finalement, c'est aussi des voyages sur lesquels il faut être dans le plus en plus dans l'individualisation, parce qu'il faut s'assurer que le voyage va être le plus productif possible, dans les meilleures conditions possibles, parce que ce qui reste, in fine, bah, c'est surtout les voyages qui permettent, d'assurer du business. Et donc finalement, on se dit, comment l'entreprise, elle doit évoluer entre ces 2 tendances, Mmh mh. pour faire quelque chose qui soit le moins rigide possible et qui permette de capter les opportunités et d'optimiser à la fois la satisfaction du collaborateur, mais aussi les coûts. Et c'est vrai que ce qu'on voit habituellement sur les entreprises qui essayent d'optimiser cette dépense hôtellerie, on est beaucoup sur la mise en place d'un programme voyage avec certaines contraintes, avec des packages, négociés, et des conditions. Et on se dit, voilà, face à toute cette baisse de la standardisation, quid du programme hôtel? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours, finalement adapté, par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir, de part et d'autre? Ça pourrait même faire aussi l'objet d'un webinaire séparé. Et de la construction, c'est vrai, du business model des établissements, qui, sur effectivement la légitimité des tarifs linéaires, les blackout dates qui sont de plus en plus, grandissants dans Oui, les politiques, des hôteliers et dans un contexte inflationniste puisqu'on voit que les prix sont en constante augmentation par rapport à, des chaînes ou des hôtels indépendants. En tout cas, on remarque vraiment une augmentation du prix de la nuitée aujourd'hui. Donc effectivement, on se pose la question du programme hôtel et de la légitimité d'un programme hôtelier et en plus, d'aller, sur l'extension du voyage pro en loisir. si vous Donc avez des encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on est arrivé au bout, de tous les éléments qu'on souhaitait partager avec vous. Ben, on vous c'est bon. remercie. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez, des sujets sur lesquels vous souhaitez échanger ou des questions supplémentaires qui arriveraient après. Et on Et note pour les puis, prochains webinaires, le bleisure. le bleisure et le business model, en tout cas revenir sur la politique de tarification. Exactement. Merci à On vous tous. souhaite une excellente journée. Merci. Merci.